Et oui, on est déjà rendu à la 20e épisode du H2H Academy Podcast. Merci d'avoir été avec nous jusque-là. Ou si c'est la première fois que tu écoutes nos épisodes de podcast, eh bien, aujourd'hui, c'en est une bonne. On va parler de l'entrepreneuriat en général et on va parler du moment de vendre ou peut-être de se détacher de son entreprise. Est-ce que ça devrait être le cas? Est-ce que c'est normal d'arriver à un point où est-ce que, on décide de vendre notre entreprise, on décide de s'en départir parce que, eh bien, le coût d'opportunité de cette entreprise-là n'est plus présent et on renonce à trop de choses en continuant de travailler sur cette même entreprise. Donc, point de vue super intéressant au niveau entrepreneurial aujourd'hui. J'ai hâte d'entendre tes commentaires. On se revoit de l'autre côté. Ce matin, PL, je voulais prendre ça relax. Je voulais qu'on jase un peu d'expérience en business que toi et moi on avait, particulièrement peut-être commencer avec une histoire de fermeture d'entreprise de ton côté. Regarder un peu je pourrais dire la curiosité des gens. Tu sais, je ne dirais pas quand, pourquoi, quand ça s'est passé, mais je veux qu'on rentre dans le sujet quand même tranquillement. Juste pour mettre la table, tu sais, la raison pour laquelle je trouve que c'est important qu'on parle d'échec en entrepreneuriat, c'est parce que c'est fréquent, l'échec en entrepreneuriat. Puis pour moi, c'est pas quelque chose qui est définitif. C'est pas parce que tu as un échec entrepreneurial que shit, it's the fan, on retourne plus jamais en entrepreneuriat. Au contraire, ben, ceux qui ont du succès en business ont souvent eu des échecs avant d'avoir du succès. Là. Très rares sont les gens qui, boum, première business qu'ils vont lancer, wow, ça va être successful, puis ils vont faire des millions de dollars. Pas tout le monde qui est Elon Musk ici là, dans la pièce, on s'entend. Fait que pour moi, c'est juste comme, encore une fois, on essaie de normaliser un peu les choses sur nos podcasts. On essaie de montrer l'autre côté de la médaille parce que tout ce qu'on entend en ligne, c'est comme j'ai fait ci, j'ai eu tant de résultats. C'est important qu'on parle aussi des échecs entrepreneuriaux. Qu'est-ce qui peut arriver? Ça t'est arrivé, ça m'est arrivé. C'est arrivé à plein de gens qu'on connaît. Tu sais, c'est quoi une entreprise sur 5 qui ferme à l'intérieur de 5 ans? C'est 90%. C'est ça, 90% qui ferme à l'intérieur de 5 ans. Donc, je voulais dire 1 sur 5, c'est même moins qu'un sur 5 qui reste en vie à l'intérieur de 5 ans. Fait tu sais, c'est normal, l'échec en business. Je veux dire, faut pas que ça soit un tabou là, de dire hey, moi, j'ai échoué dans une business. Au contraire, il faut apprendre de ça. Oui, exactement. Puis c'est justement, je pense que c'est tout à fait le bon moment pour en parler parce que, tu sais, on a fait différents TikTok justement qu'on parle du tabou entrepreneurial. Puis on voit que il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent là-dedans, puis il y a très peu de gens qui osent adresser l'échec, la faillite, la fermeture d'entreprise. Tout ce qu'on voit, c'est le fame, les gros chars, les gros voyages, les grosses affaires. Fact is, il y a des humains en arrière de ça qui rushent puis qui l'ont difficile puis qui ont échoué, se sont relevés, ils ont recommencé, ils ont échoué encore. Puis il y en a que ça a pris des fois 3 ou 4 échecs avant de réussir à façonner une façon de faire qui aura fonctionné pour eux. Tu sais. Alors, puis on ne fait pas exception à la règle. Nous aussi, on s'est planté, puis nous aussi, on s'est brûlé à certains égards. Là, tu sais. Ouais, puis moi, j'ai perdu 30 000 $, je pense, la fois qui m'a fait le plus mal. Puis pas la fin du monde, 30 000 $. Là, on s'entend aujourd'hui avec du recul, c'est pas un échec désastreux. Là. Il y a des gens qui font des mauvais moves puis qui perdent des millions de dollars. J'ai fait un TikTok là-dessus. Tropicana qui a fait un rebranding, puis ça lui a coûté 56 millions pour absolument rien au final, là, aucune vente ou au moins une diminution des ventes, au contraire. Fait que, tu sais, il y a des bad moves qui se font à tous les niveaux entrepreneuriaux, que tu sois un petit, moyen, un gros entrepreneur dans une business, il y a des bad moves qui vont se faire. À l'endroit où est-ce qu'on est, au stade où est-ce qu'on est, on se dit tout le temps tabarouette, c'est le calvaire, puis c'est le pire qui pouvait m'arriver, mais fact is, quand ta business va être encore plus grosse, faut que tu t'attendes qu'il arrive des plus gros problèmes encore. Fait que si ces petits problèmes-là de départ, qui pour moi étaient un énorme problème, si ces petits problèmes-là au départ viennent te décourager complètement, ben, il faut comprendre qu'il va y en avoir des plus gros là, qui vont venir in the end. On a beau essayer de contrôler tout ce qu'on peut, de vraiment prendre en considération toute la business, l'environnement, les ventes, etc., la production, faire en sorte que tout soit on point, mais il peut toujours arriver quelque chose qui va faire mal à notre business, qui va faire mal à notre tête, voire même l'aspect psychologique, notre carte de crédit mental. C'est pour ça qu'il faut comme enlever ce genre de tabou-là, je pense, pour permettre aux gens d'avancer puis de s'enlever des barrières en business. Oui, 100%. Tu sais, puis
qu'est-ce qu'on peut tirer de l'échec? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme apprentissage de ces traumatismes entrepreneurial-là? Parce que c'est ce que c'est. Ça veut pas dire, des fois, c'est peut-être juste un mauvais choix stratégique ou tout simplement un mauvais timing. Hein? C'est pas, Des fois, l'industrie n'est pas toujours prête à entendre ce que tu as à dire ou n'est pas toujours prête à ce vent de changement-là. Tu sais. On a des étudiants qui sont dans des niches très, très innovantes puis qui doivent avoir un rôle éducationnel avant de vendre. Là. Ça, c'est très complexe. Donc, quels sont les apprentissages qu'on peut tirer de l'échec ou bien de l'insuccès? Hein? Parce que c'est pas toujours un échec. Là. Tu sais, dans ton cas, peut-être que tu le vois comme un échec. Tu sais, moi, ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui, c'est que je m'en suis débarrassé juste à temps avant que ça devienne un échec. Tu sais. Fait que à un moment donné, est-ce que tu es capable d'établir les bons moments pour te rendre compte que tu t'en vas dans le mur à 100 000 à l'heure ou tu t'en rends pas compte? Pour aller là-dedans, parce que tu dis, je m'en suis départi juste avant que ça devienne un échec, mais tu vois ça comment, justement, d'avoir dû vendre ton entreprise, si on met la table dans même? Comment tu percevais ça dans ta tête, peut-être avant puis aujourd'hui, là, tu sais, la différence entre les deux? Ben, avant, je percevais ça comme un échec. J'étais comme, moi, là, dans le fond, ça fait quoi? Ça fait déjà 7 ans. Ben voilà, je peux commencer par expliquer. Là. Clean Bio, c'était une entreprise de produits nettoyants. C'était un produit pour nettoyer les fours en vitrocéramique puis les stainless. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Là. Les nouveaux stainless sont beaucoup moins salissant, là, tu mets tes doigts, ça beurre un peu moins, mais à l'époque, c'était dégueulasse. Là. Tu finissais de le laver, tu mettais tes doigts, puis ça salissait. Puis, on avait un chimiste à Laval qui nous avait créé une formule biologique qui était éco-environnementale et puis qui permettait d'avoir un fini qui était non huileux puis qui ne tachait pas le stainless. À l'époque, c'était kind of très révolutionnaire. Puis, le vitrocéramique, on l'importait d'Australie, on le rebrandait ici. Puis, on le commercialisait ici sous le nom de Clean Bio. Puis, comme on l'a impacté au Québec, on pouvait mettre fait au Québec sur l'emballage. Ça, c'est une belle ironie, OK? Donc voilà. Puis, historiquement, j'avais d'autres business, tu sais. Fait que le focus n'était pas vraiment mis sur cette entreprise-là. Fait que c'est pour ça que quand je le dis, à l'époque, je voyais ça comme un échec parce que j'ai pas réussi à tenir tout ça à bout de bras. Mais aujourd'hui, ce que je réalise, c'est que c'était la bonne chose de m'en départir. Parce qu'elle battait de l'aile, mais toutes les autres souffraient aussi de mon défocus. Tu sais. Parce que tu mets de l'énergie ailleurs. Ouais. Exact. Fait que ça a été la meilleure chose de m'en départir, de la vendre pour vrai pour des peanuts, là, mais au moins sauver ma chemise d'arrêter de creuser un trou. Là. Ouais, puis tu sais, quand tu regardes ça comme ça fait quoi? C'est-tu en 2017, 2018, j'essayais de penser tantôt? Ça fait entre 5 ou 7 ans, là, je ne suis pas sûr exact de la date. Là. Ouais, moi, je me souviens qu'en 2016, en tout cas, tu l'avais l'entreprise parce que je n'étais pas encore franchisé dans RMI. Mais bref, je me souviens fait que tu l'as gardé quoi, 1 an, 2 ans, cette entreprise-là? 1 an et demi au total. 1 an et demi au total. Ouais. Puis, si tu regardes ça avec du recul, parce que, tu sais, aujourd'hui, tu as développé quand même tes skills, tu as développé ta vision de voir l'entrepreneuriat, j'imagine, dans les 7 dernières années, tu as continué à étudier là-dedans en plus. Qu'est-ce que tu aurais fait de différent, mettons, si tu aurais voulu la garder? Est-ce que tu aurais refait la même affaire et tu aurais mis la clé dans la porte ou comment tu vois ça? L'erreur numéro 1 que j'avais faite là-dedans, là, c'est que j'avais confié les rênes de l'entreprise à quelqu'un qui n'était pas un spécialiste en vente, n'était pas actionnaire, n'était pas entrepreneur à l'époque. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est différent. Cette personne-là va sûrement se reconnaître. Mais j'ai donné les clés de la shop puis j'ai dit, voici, c'est ton projet, gère-la. Mais il n'y avait pas de processus de vente, pas de client idéal. Je ne l'avais pas testé auparavant. La seule chose que j'avais, puis c'est ça qui m'avait attiré dans ce produit-là, c'est que je le payais genre 40 sous puis je le vendais 20$. J'ai comme, faut être mauvais en tabarnak pour pas faire d'argent avec ça. Ça n'a pas de bon sens comment il y a du cash à faire puis tout le monde tripait. Tu sais, en porte-à-porte, je le faisais. J'arrivais avec mon chiffon, là, un peu comme le dude qui lave des vitres sur YouTube. Là. J'arrivais avec mon chiffon puis je proposais de laver leur poêle. Je lavais 4 pouces carrés puis les gens capotaient. Là, tu sais. Puis là, je sortais de notre maison, j'avais vendu 300$ de produits qui m'avaient coûté au coûtant genre 6$. Tu sais, fait que je me disais, c'est impossible qu'on fasse pas genre ridiculement de l'argent avec ça. Fait que ça, la première erreur, ça a été de tout déléguer à une personne en ayant aucune intelligence d'affaires. Puis quand je dis aucune, c'est aucune jusqu'à aucun suivi d'inventaire numérique. Là. Okay? Cette personne-là en question m'a parlé dernièrement, elle a encore 2 caisses de produits chez elle. Ah ouais, je vais l'appeler. Parce que je n'en ai plus. Il était bon, les produits. Il était bon. Ce qui fait chier, c'est que les produits, ils étaient exceptionnels. OK? Fait que, ultimement,
il n'y avait pas de suivi sur l'inventaire, il n'y avait pas de processus de vente, il n'y avait pas de CRM, il n'y avait aucun follow-up de clients, on fonctionnait par papier. C'était un big mess. C'était vraiment dégueu comment c'était géré. Mais tu sais, à l'époque, j'avais 24 ans. C'était pas... moi, dans ma tête, j'étais un baller. Je pouvais starter 7 entreprises, maintenir ça à flot pour faire du cash dans tous les business. Fait que voilà. C'est notamment... toutes les erreurs ont été faites. L'aspect principal que moi, je vois, c'est que la personne étant salarié, aucunement actionnaire, c'est pas sa business, il n'y a rien qui revient. C'est sûr que la motivation intrinsèque de travailler dans cette business-là, elle n'aurait jamais été la même que la tienne, techniquement. Ou du moment que tu aurais dit, hey, tiens, gars, on split, voici des actions dans le business, puis que là, il y aurait eu un retour, peut-être que déjà là, cette personne-là aurait commencé à réfléchir plus comme OK, comment je peux la scaler, comment je peux aller plus loin, parce que c'est vraiment pas la même situation quand tu es représentant que quand tu es owner. Là. Tu vas voir les choses d'une façon différente, tu vas vouloir pousser les choses d'une façon différente. Puis je trouve que c'est une bonne leçon en soi parce qu'il y a beaucoup de monde qui font ça dans leur business encore. Là. Jour 1, là, OK, je délègue mes ventes, voici, fais la prospection, va chercher mes clients, moi je vais m'occuper de la production. OK. Mais comme tu sais, as-tu déjà un track record? As-tu une track de vente, une façon de procéder? Non, mais tu peux pas demander à quelqu'un de faire tout le chemin pour toi de A à Z puis le payer à un simple salaire de rep. C'est très rare les gens qui vont être capables de faire ça. Faut que tu tombes sur une lock, là, on pourrait dire pour ça. Ouais. Puis, tu sais, l'autre affaire, c'est que j'étais tellement pas dans la compréhension de c'était quoi la zone de génie. J'empactais des produits nettoyants de nuit, la fin de semaine, parce que je travaillais 7 jours sur 7. On faisait ça genre à minuit, je me souviens encore, là, d'embouteiller des petites bouteilles de 50 millilitres de dégraissant que j'avais préalablement fait avec un système, puis je remplissais ça, tu sais. Et ma blonde, elle venait me voir, t'es comme t'en as-tu encore plus longtemps? Il m'en reste 2000 à faire, là, va monter, tu sais. C'était beau, en fait, parce que, tu sais, on était dans le lancement d'une entreprise, on lançait quelque chose, on était convaincus que ça allait marcher, mais on comprenait tellement pas l'intelligence d'affaires, là. Je suis sûr que je la repars aujourd'hui, là. Ça marche. C'est sûr que ça marche. Ah ouais. Avec le knowledge que j'ai aujourd'hui, comment le faire puis comment enligner les gens, la personne en question, je l'aurais rentré à 49% ou à 50% des parts. Puis, j'aurais donné genre un buy-out dans 5 ans. Regarde, dans 5 ans, tu me rachèteras, je vais t'emmener, je vais pousser l'argent là-dedans. J'avais pas d'argent, j'étais pas capable de fueler la croissance dedans. À l'époque, là, un jingle à TVA avec ça, ça aurait fait péter à patente. Ah, c'est clair. Tu t'en vas au Dragon avec quelque chose de même? C'était clair, ouais. Là, au Dragon ou un genre d'annonce Swiffer, pas Swiffer, là, mais c'est quoi l'espèce de linge là, que le gars il pitchait, là? Non, je sais que... Tu sais que je veux dire, en tout cas, le gars, ils en ont vendu des millions de copies juste avec une info-annonce à la TV, là, à la fin avec un numéro, puis si t'achètes maintenant, t'en as 2 gratuits, là, tu sais. Chamois, merci. Ouais. Donc, c'est exactement ça, tu sais. Fait que l'idée, c'était vraiment que j'avais pas d'argent pour pouvoir investir. On fonctionnait avec des stratégies de prospection active uniquement, mais j'étais pas là pour modéliser les processus. J'étais pas là. Je comprenais même pas encore c'était quoi modéliser un processus. Tu sais, aujourd'hui, avant de starter on paper, j'aurais tous mes processus, j'irais le tester, puis après ça, je déléguerais, puis ça lèverait. Tu sais, ça n'avait pas de bon sens d'avoir une marge de profit aussi grosse. J'ai jamais eu ça, 97-98% de marge de profit sur un produit. Là, ouais. Ah, puis, tu sais, c'est bon de revenir sur ça, puis comme d'analyser un peu ses erreurs, parce que moi, dans le même sens, j'avais parti une business de vente de cartes à rabais pour des garages, des lavotos, des choses comme ça. Puis j'ai eu le temps de signer mon premier deal. J'en avais 2 ou 3, 4 autres que je pouvais signer en avant de nous. On avait signé un premier deal qu'on avait, je pense, c'était 20 000 cartes à vendre, quelque chose comme ça. Là. J'en avais en tabarouette des cartes. Ça valait cher, là, ce deal-là au NDN. Là. C'était beaucoup d'argent potentiel parce que la façon que ça fonctionnait, les cartes, c'est que on vendait des cartes de rabais d'un garage de 100 $, par exemple. 100 $ une carte, mais qui avait pour 250 $ de rabais dans un garage. Nous, on vendait ça aux consommateurs, puis on gardait 100% de l'argent de la carte. Il y a beaucoup de business comme ça qui existent encore. J'avais vu ce modèle d'affaires-là. J'ai dit, tabarouette, on est bon porte-à-porte. On a du monde avec qui on travaille. C'est possible de scaler cette business-là à un claquement de doigts. L'erreur que j'ai faite, je me suis affilié avec Étienne, d'ailleurs, qui est avec nous encore aujourd'hui. Je me suis affilié avec Étienne, mais notre force, c'était la même affaire. C'était d'être sur le terrain puis de faire des ventes. Moi, ma force, c'était pas d'être ailleurs, c'était pas d'être en arrière en train de faire de la paperasse.
mais je n'étais plus capable d'aller cogner aux portes. Fait que j'ai dit, Étienne, you know what? Va faire des ventes, moi, je vais gérer les contrats avec les clients, je vais gérer la paperasse, je vais gérer le reste. Je me suis dit, ça va être easy peasy. Mais quand je n'étais pas sur le terrain et que je n'allais pas vendre, que ça faisait, les ventes droppaient à toutes les fois. J'arrivais sur le terrain, wow, on venait de faire 2-3 000 de ventes dans une journée. L'autre journée, on faisait 400$ de vente. C'était incroyable la différence entre les deux. Puis j'avais pas le choix d'être sur le terrain, j'avais pas le choix de vendre à tous les jours pour être en mesure de faire scaler cette business-là. Mais j'ai mal réfléchi le partenariat qu'on a mis en place au début parce que j'avais besoin de quelqu'un de meilleur que moi en vente encore pour aller sur le terrain si je voulais me retirer. Mais quelqu'un qui est brûlé de faire du porte-à-porte, qui en a fait pendant 6 ans puis qui se relance là-dedans, c'était pas évident. Fait que le choix de comment tu conçois ta business puis tu veux la lancer, il est vraiment important si tu veux pas te péter la gueule. Parce que moi, j'ai pas eu le choix de mettre la clé dans la porte. J'ai fait plus capable d'aller cogner les portes. Là. C'est terminé. Hey, tu t'en souviens, je pense. Je t'ai appelé, je t'ai dit, hey, je m'en reviens vendre des systèmes d'alarme. je vais aller vendre au commercial de moi des leads, quelque chose, je suis tanné, ça me tente plus zéro de faire ça. Là. Ah, j'étais tellement plus capable, j'étais brûlé, j'avais mal au cœur d'aller cogner les portes. C'est long. Ouais, puis, tu sais, je pense qu'à un certain niveau, il faut être capable de mettre, si on va pas se le cacher, on a tous un ego. Hein? Il y en a que c'est disproportionné, il y en a que c'est juste relatif, il y en a qui n'en ont pas assez. Mais il faut être capable à un certain niveau de mettre notre ego de côté, d'être rationnel, de mettre les émotions de côté, de regarder les chiffres, de faire comme ça ne marchera pas. Dans les conditions comme ça ne marchera pas. Tu peux avoir les meilleures techniques au monde, la meilleure stratégie au monde. Des fois, tu n'as pas les bonnes ressources. Des fois, les clients sont plus prédisposés à acheter ce genre de service-là. La technologie avance rapidement. Puis si tu n'es pas en mesure de faire l'analyse stratégique conséquente pour voir comment ton marché évolue, comment le contexte dans lequel ton entreprise évolue, là, inflation, la hausse des taux d'intérêt faramineuse, c'est tous des choses qui viennent faire pivoter les stratégies. Puis souvent, moi, en tout cas dans mon cas, dans mon échec, j'avais tendance à faire la même chose over and over and over. Fait que j'aurais fini par frapper un mur. Fait qu'au final, la charge de travail pour comprendre stratégiquement c'était quoi les enjeux à cette époque-là, considérant que je gérais une autre entreprise à temps plein, c'était impossible. L'autre enjeu, c'est que gérer 2 entreprises opérantes, en parenthèse, opérantes, là, ça veut dire qu'ils ont besoin de toi à tous les jours. Ça marche pas. Ah, tu peux pas avoir le rôle de CEO à 2 places en même temps puis faire rouler les deux. Tu peux être un investisseur partenaire qui conseille, qui coach, mais sans être impliqué dans les activités du day-to-day. Là, ça peut fonctionner comme beaucoup de gens le font. Mais si tu dois prendre toutes les décisions dans chacune des 2 business, clairement, une manière, ta tête est comme capable. Je ne peux pas être à 100% partout. Non. Tu peux pas, c'est exactement ça. Genre, je faisais C-Clean la nuit, je gérais l'autre de jour, j'arrivais à l'autre, j'étais brûlé raide. Fait qu'à un moment donné, c'est surtout ça que je me disais, hey, ma vache à lait, celle qui me générait mon massif cash à l'époque, j'étais en train d'y casser une jambe parce que je mettais mon effort dans quelque chose qui finalement ne rapportait pas. C'est vraiment ça qui m'a ramené dans la vache à lait. Parce que j'étais en train de vraiment scraper tout ce que j'ai bâti dans les 7 dernières années pour me diversifier. Alors, mon plan de diversification, c'était un échec en tant que tel. Fait que voilà. Puis là, tu sais, si on regarde ça puis on ramène ça aujourd'hui, tu as quand même RMI qui roule full pin pendant que tu es en plein avec nous ici. Oui, mais la différence, c'est que j'ai choisi une ressource, Steven, qui est fiable puis qui travaille. C'était comme dans mes 15 dernières années, là, j'ai rencontré à peu près 5 personnes comme lui, toi, puis certaines personnes comme ça qui ont vraiment une éthique de travail irréprochable. Puis quand j'ai trouvé Steven, puis que j'y ai donné un peu de lousse, puis j'ai vu qu'il prenait le lead, c'est là que j'ai dit, OK, je pense qu'il était capable de la gérer, puis il assume 100% sa responsabilité. Mais ce genre de personnes-là, comme toi, comme moi, je pense que c'est 1 sur 100, 1 sur 200 que j'ai vu passer dans mes entreprises. C'est sûr que si je cherchais un CEO à 200 000 de salaire de base, je finirais par en trouver des gens sharp. Ah ouais, définitivement. Mais pour nos business, c'est pas nécessairement le packaging ou bien le type de personnes qu'on recherche pour recruter. Mais oui, fait que c'est vraiment une personne qui est impliquée dans le processus décisionnel, puis moi, il gère comme si c'était son entreprise. À toutes les fois qu'il y a un problème, je suis comme, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu gères ça, là? C'est exactement ça, tu sais, puis ça, c'est la bonne méthode de faire, puis
c'est ce que je preach aussi beaucoup quand on travaille avec des gens, même à l'interne, avec Karine, c'est la même chose. Là. Elle est directrice de la business, elle gère une grosse portion de la business en ce moment, puis elle prend des décisions, puis on la challenge sur ces points-là, puis c'est ce qui fait en sorte que tu donnes le rôle que la personne a veut aussi. Steven, il est bien dans son rôle, puis il est confortable, il y a de la liberté, il y a son temps, il n'y a pas de gestion trop stressante non plus à faire. C'est toi qui gères encore le panier financier, j'imagine, de l'entreprise. Ouais. Tout ce qui est, qui est comptabilité, finance, paiement des fournisseurs. Mais tu sais, ça m'amène à un point qui divague un peu, là, mais on appelle ça des cellules autogérées. Là. Ceux qui connaissent ce type de leadership-là, c'est vraiment intéressant parce que toutes nos entreprises sont gérées de même. Tu sais, autant Karine dans H2H que même l'administration dans RMI, Rock, on se parle une fois par mois. Une fois par mois. Là. Il fait ce qu'il a à faire, puis lui, il adore ça. Là. Lui, il adore sa job parce que je suis pas dans son angle mort tout à faire. Ouais, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Tu sais, puis moi, je fais confiance aux gens. C'est pas toujours un gage de succès. Là. Ça faut prend... faut que tu sois capable de mesurer qu'est-ce qui est fait aussi, sans être en train de faire du micromanagement, mais il faut que tu sois capable de le mesurer pour voir est-ce que c'est bien fait dans les standards, est-ce qu'on avance vers le top là-dessus. Je connais ma business sur le bout des doigts, je peux voir l'évolution des coûts d'acquisition, les coûts. Je vois tout monter, descendre. Puis des fois, je pose une question, puis il est comme, voyons donc que tu sais ça. Je suis comme, tu penses que je suis pas là, mais je la check. C'est ça, tu vois quand même ce qui se passe, mais tu n'as pas besoin d'opérer dedans tous les jours. Tu sais, moi, la façon dont je le vois, parce que je t'ai vu depuis longtemps dans RMI, tu as tellement travaillé fort dans cette business-là pendant longtemps pour être capable de bâtir ces cellules-là. Tu sais, avant Rock, c'était même Karine qui était dans RMI et qui avait mis ça en place. Tu sais, ça, si on revient un peu à, justement, c'est un échec, c'est pas un échec entrepreneurial, tu as pris le temps de bien faire les choses pour te rendre là dans cette business-là parce que, combien de fois tu aurais pu dire, je crisse la clé dans la porte, là, puis je suis à bout, là, tu sais, c'est un job que à chaque jour, il faut que tu te renouvelles, à chaque jour, il faut que tu ailles chercher tes nouvelles ventes, puis il faut que tu cours après, c'est pas évident, il y a beaucoup de up and down là-dedans aussi, mais quand tu es capable de mettre en place un système qui fait tabarouette, OK, ça, je suis capable de le faire rouler sur l'autopilote dans un sens puis que ça fonctionne par soi-même, bien là, tu es capable d'avoir une business et de te dégager. Un cas d'échec, c'est exactement comme tu l'as mentionné tantôt, des gens qui veulent avoir une business, qui veulent gérer une business. Demain matin, ils veulent être gestionnaires d'une entreprise. Ben, va-t'en directeur, va-t'en pas entrepreneur. Parce que quand tu es entrepreneur, le lendemain matin, c'est pas juste la gestion que tu dois faire, c'est d'être dans les activités et d'être capable de faire avancer cette business-là. Puis ça, pour moi, c'est la même chose que j'ai voulu faire dans mon entreprise de cartes. J'ai voulu dire, je vais aller gérer une business. Je vais faire la gestion, je vais gérer le monde, je vais l'embaucher, mais je vais laisser tout le monde faire les activités. You know what? Ça n'a pas marché. Jour 1, je me suis fait, pas jour 1, mais ça a pris 4-5 mois, je me suis cassé la gueule. Fait que c'est un peu ce genre de comportement-là qu'on veut se dégager des responsabilités, ou du moins qu'on veut prendre une responsabilité trop importante, on pourrait dire ça comme ça dans le business, mais qui au final nous coûte plus cher que d'autres choses. Oui. Puis aujourd'hui, si c'est à refaire, c'est sûr que j'implique un partenaire. Mettons que, tu sais, parce qu'éventuellement, toi et moi, ça faisait partie des plans, là, 2025, 2026, de lancer des entreprises avec certaines personnes. Ouais. Pas tout de suite, guys, mais éventuellement, on va être prédisposé à pousser de l'argent dans des projets, puis à avancer, puis à coacher, puis à amener les gens à réussir en prenant un certain actionnariat. Si j'ai à le faire aujourd'hui, c'est comme ça que je vais le faire. Ouais. Un partenariat 50-50, on pousse l'argent, tu opères la business, puis on te coach, puis on t'aide à bâtir les intelligences d'affaires. T'sais, j'en parlais justement avec un de nos étudiants. Il est rentré dans une équipe de 4, il est allé chercher tout le knowledge des seniors, genre, puis il est comme, sacrément, ça m'aurait pris 5, 6, 7 ans à aller chercher ce knowledge-là. Il y a eu un fast track qui a fait un salaire inespéré à sa première année, puis là, il est prêt à voler de ses propres ailes, t'sais. Fait que, tu sais, des fois, c'est là que tu te fais racheter. Les anges financiers se font racheter par le owner de l'entreprise. Puis ensuite, on continue on and on and on. C'est ce que j'ai fait dans Résidentiel. Tu sais. Je me souviens, là, c'est un lodge que j'avais 23 ans. J'étais allé m'asseoir. On m'a dit, hey, PL, on va te passer 500 000. Puis tu rentres dans l'actionnariat, on injecte de l'argent, on règle les dettes, puis on explose la business. Et aujourd'hui, j'ai 100% de la compagnie. Je les ai rachetés. Fil en aiguille. C'est sketch pareil, hein? Tu sais, en voulant dire, tu avais 23 ans, eux autres, ils ont dit, OK, on met 500 000 sur ta tête, mon gars, faut que tu exploses cette business-là. Tu n'as pas le choix. Puis, tu avais eu de l'actionnariat en partant, right?
T'avais pas Ouais, juste... j'avais acheté une proportion, puis j'avais eu un cadeau qui était 3 par année jusqu'à 10 le 3,3 jusqu'à 10 Mais tu sais, ces gars-là, ça faisait longtemps, sacrément, qu'ils me voyaient travailler. Là, puis ils étaient comme, OK, ce gars-là, on va faire de quoi avec lui? Puis en même temps, ben, tu sais, on en a tous dans notre environnement des gens qui sont très, très travaillants, puis qu'on se dit, ils travaillent juste peut-être pas de la bonne façon. Puis ces gars-là, ben, c'est un peu la raison pour laquelle je suis rendu aussi performant. Là. J'ai eu la chance d'être mentoré par des gens, là, je vous le dis, là, ils n'ont pas peur de la fin du mois. Ça les stresse pas partout, là, la fin du mois. Fait que, honnêtement, c'était tellement une perspective plus haute, plus différente. C'était vraiment différent. Mais aujourd'hui, si j'ai à faire un investissement dans une diversification d'entreprise, ça va être dans cet ordre d'idée-là. Ouais. Définitivement. Y a-tu des choses que genre t'investirais pas dedans? Ce serait quoi tes red flags pour dire justement pour vivre un échec entrepreneurial? Là? Mettons que tu as un autre business à partir. Des red flags. Ouais, Ben, honnêtement, je vais faire une analyse du marché. J'irai pas en restauration, c'est sûr que non. J'irai pas dans un bar. C'est des choses. Je suis capable de voir c'est quoi les business qui performent le mieux, qui performent le moins aussi. J'irais beaucoup vers les trends d'innovation, des créneaux qui semblent porteurs. Mais aussi, j'ai aussi beaucoup d'intérêt pour des business bien ordinaires comme de la peinture, là, qui sont pas super sexy, mais que tout le monde va avoir besoin de peintre, là, fait qu'à une certaine mesure, ça peut être quelque chose d'intéressant, fait que je fais une analyse du marché, je regarderai les créneaux qui sont porteurs, mais honnêtement, en dehors du créneau, c'est davantage l'individu pour qui je bête, t'sais. Comme les boys, quand ils ont mis de l'argent sur ma tête, ils n'ont pas bêté sur la business, ils ont bêté sur le cheval. Sur toi. Ouais, exact. Puis c'est moi qui ai tenu la course, là, okay, c'est ça. Juste pour pousser un peu là-dessus, après ça, on va pouvoir couper. Là, je sais pas, il va être clair bientôt. Qu'est-ce que tu regardes justement sur un individu comme ça? Tu sais, si moi je suis un entrepreneur puis je me dis ben je veux être le meilleur entrepreneur possible au point où est-ce que quelqu'un va dire hey, je veux acheter ta business, c'est qu'est-ce que tu analyses pour prendre une décision de cette personne-là, je fais confiance puis je bête dessus versus l'autre? Démonstration d'intelligence d'affaires, résilience, stabilité émotionnelle. OK? C'est 3 choses que je regarde en premier. T'sais, si c'est quelqu'un qui est bon un trimestre, c'est pourri un trimestre, c'est bon un trimestre, ça vaut pas une claque, ça m'intéresse pas. La stabilité relationnelle, là, je suis désolé, mais si c'est quelqu'un qui fait 10 ans qu'il est en couple, ça me démontre qu'il y a quelqu'un qui est capable de régler des problèmes avec sa conjointe, son conjoint, qui est capable de stabilité, qui est capable de régler des choses. Pour moi, honnêtement, tous les grands entrepreneurs, pour la plupart, sont tous à côté mariés avec quelqu'un depuis très longtemps. T'sais, moi, je le dis souvent, dans la vie, c'est la tempête dans ma business, mais quand j'arrive au port le soir, il faut que ce soit la stabilité à la maison. Parce que ça ne peut pas être la tempête dans le business puis la tempête à la maison. Pour moi, ça, c'est un gage de stabilité. C'est important pour moi dans le big picture entrepreneurial. Fait que, honnêtement, ces 3 facteurs-là, c'est ce qui me dit très rapidement si quelqu'un est capable d'en prendre puis est capable d'aller chercher de la croissance. C'était des très bons points, fait que tout le monde, j'espère que vous avez pris ça en note. Si vous ne voulez pas vivre d'échecs entrepreneurial, du moins, ou les éviter, je pense que c'est des bons gages de succès que tu viens de mentionner à l'instant. Fait qu'écoute, pour moi, PA, ça ferait le tour. Je vais après ça là-dessus. Je pense qu'on est bien parti de l'échec entrepreneurial ou du moins des difficultés entrepreneuriales qu'on a pu vivre pour aller un peu dans c'est quoi les causes de ça, qu'est-ce qu'on veut travailler pour éviter de rentrer là-dedans. Évidemment, c'est toujours ça qu'on cherche. Mais je pense qu'encore une fois, c'est important de rappeler le message. Shit happens, puis on apprend de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, tu n'aurais pas cette expérience-là si tu n'aurais pas vécu des échecs. J'aurais pas cette expérience-là non plus si j'aurais pas vécu des échecs. Puis la stabilité émotionnelle, comme tu parles, puis au niveau des équipières, elle vient chercher par ces échecs-là aussi. Là. Tu sais, quand tu vis là-dedans, une manière, tu te dis, tabarouette, j'ai pas le goût de revivre ça, j'ai pas le goût de répéter ces mêmes erreurs-là again and again. Donc, je pense que vivez-en des échecs entrepreneuriales, mais vivez-les pas 2 fois les mêmes. Apprenez de ces erreurs-là, puis avancez de ça. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on pourrait donner pour wrap up le tout ici. Oui, exact. Si tu n'apprends pas de tes erreurs, tu vas répéter les mêmes jusqu'à la fin de ta vie. Alors, l'introspection reste la clé là-dedans. Mais effectivement, juste de dire, c'est normal d'avoir des problèmes dans votre business. C'est normal que quand c'est une grosse business, c'est des plus gros problèmes. Mais il faut se relever les manches, trouver des solutions, puis pas répéter les mêmes erreurs. Simplement. Définitivement. Merci, Pierre. Yes.
J'espère que ce 20e épisode fut satisfaisant pour toi, que tu as trouvé des informations, encore une fois, qui sont pertinentes, que tu peux appliquer dans ton quotidien, dans ton day-to-day. Si tu as apprécié le contenu de cet épisode, encore une fois, la seule chose qu'on te demande, c'est simple. Va follow sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, peu importe. Laisse-nous un commentaire, viens juste nous dire que tu as apprécié l'épisode. C'est notre paye pour de vrai, ça fait vraiment toute la différence pour nous. Encore une fois, merci beaucoup. On se revoit dans un prochain épisode.